Salut Roger, Bonjour Jean. au plaisir de te rencontrer. Pour le plaisir est partagé, ça me fait plaisir de faire ta connaissance pour commencer. De même, j'ai pu voir que tu as un parcours qui est assez intéressant. Et plutôt que de présenter les personnes qui viennent se faire interviewer, je préfère qu'elles se présentent elles-mêmes parce que la personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. Donc du coup, est-ce que tu veux te présenter? Je présentais, si tu veux, j'ai une très longue entre guillemets carrière parce que en deux mots, j'ai pas de diplôme. J'ai fini les études à 18 ans sans diplôme. Je suis rentré avec beaucoup de chance et de piston. À Mhm. l'époque, ça marchait encore bien. Je suis rentré à la banque, parce que j'avais un oncle qui était là-bas et qui m'a permis de rentrer à la banque. Je suis resté là pendant à peu près 6 ans, service militaire inclus. Et un jour, on m'a proposé, on m'a invité à aller voir une affaire où je pourrais augmenter mes revenus. Moi qui bossais à la banque, c'était assez intéressant parce que c'est frustrant. Tu travailles toute la journée Ouais, avec l'argent des autres, mais toi, à la fin du mois, tu es toujours au en même niveau. découvert, tu vois. Et donc j'étais voir cette affaire, c'était du marketing de réseau, c'était en 79, 79. Et bon, j'étais indécis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je suis à la banque, je suis bien. Tu sais, tu as cette petite voix qui te dit d'un côté, mais reste comme tu es. Et Mhm. l'autre côté, mais tu vois des possibilités de sortir un peu de ton cocon. Et bon, j'ai pris la décision de le faire. Bon, c'était pas une grande décision, il fallait juste un petit pécule pour démarrer. J'ai démarré, j'ai dit, j'ai rien à perdre, je verrai bien ce qui va se passer. Et ce qui m'a motivé dans cette affaire, c'est le développement personnel. C'est là que j'ai rencontré les premiers bouquins de développement personnel et ça m'a complètement changé le cerveau. Ça m'a complètement fait comprendre mais que c'était moi, d'une certaine manière, et là j'en suis de plus en plus convaincu, qui était responsable Mhm. de mon futur. Et bon, j'ai très bien réussi dans cette entreprise et je vais te passer un peu les détails. Et j'ai rencontré Anthony Robbins en 94, Ouais, 94 il y a très longtemps. pour les Suisses ou pour les Belges en 94 et ça a complètement changé ma vie. J'avais lu son bouquin avant et je me dis, bon, j'avais testé tellement de séminaires, tellement de trucs et bon, chaque fois c'était un peu rock'n'roll, tu vois, ça remontait et puis tu retombais aussi vite, etc. Et je me dis, peut-être que ce gars-là, c'est un Américain, ça va peut-être changer. Et j'ai fait un séminaire avec lui, la marche sur le feu à Londres, où il y avait à peine 800 personnes. Et je peux te dire, ça, malgré que je ne comprenais pas bien l'anglais, ça a littéralement changé Ouais. ma vie. Changer toutes tes croyances et du coup, tu as découvert des nouvelles capacités qui étaient déjà en toi, que tu n'utilisais pas. Du coup, Exactement. c'était quel le premier bouquin de Tony Robbins que tu as lu? Premier bouquin de Tony, c'était Pouvoir illimité. De même. C'est un livre Et qui est extraordinaire. Il est balèze, hein. il est balèze et ce qui est assez étonnant dans Pouvoir illimité, c'est que j'avais reçu, je l'ai acheté via Christian Godefroy, paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Et Christian, il envoyait tout le temps à l'époque, tu n'as peut-être pas connu cette époque, des mailings et des mailings postaux pour vendre des bouquins. Ok. Et il y avait la pub de Pouvoir illimité, mais ça me paraissait tellement grand ce qu'il disait dedans. Je dis, bon, c'est pas possible tout ce qu'il raconte, parce qu'il avait bien vendu le bouquin. Et j'avais laissé traîner, je l'ai quand même pas mis à la poubelle, j'avais laissé traîner l'offre sur le coin d'un bureau. Et un 24 décembre, je veux ranger un peu mon bureau avant de faire la fête de Noël. Et je retrouve ce papier, cette publicité. Je dis, bon, allez, je vais me faire cadeau, je vais m'offrir ce bouquin. Et je peux te dire que ce bouquin, euh, dès que tu as lu un chapitre, tu as déjà ton... Hmm. Pourtant, j'avais déjà lu pas mal de trucs avant, mais tu as vraiment ton cerveau qui Ouais. commence à avoir une ouverture extraordinaire. Ouais, les Et mots je te qu'il dis pas les utilise, séminaires. ouais. Les mots qu'il utilise sont bien spécifiques. Ouais. Et, Surtout quand il dit au début que la richesse des rois, c'est la connaissance. ok. Et quand il acquérir la connaissance, mais mettre la connaissance en action. Et votre personal power, votre pouvoir personnel et votre capacité à agir. Et c'est là que tu te dis, mais c'est vrai, je suis parfois, trop souvent, trop dans l'attentiste, alors Mhm. qu'on a ce pouvoir en nous, mais d'agir et après d'agir massivement. Et c'est Ouais. ça qui fait la Ouais. différence. L'action, l'exécution, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de quelqu'un, peut-être tu connais, Eric Thomas. Non. Le docteur Eric Thomas, il est
vraiment axé sur le fait d'agir, de passer à l'action. C'est bien beau toutes les connaissances, mais en soi, on a déjà tous une multitude de connaissances. Si seulement on agissait par rapport à toutes ces connaissances qu'on possède, notre vie changerait. Et Tony Robbins, moi aussi, m'a vachement aidé à comprendre ce phénomène de passer à l'action et d'agir par rapport à ce que l'on sait ou de se questionner aussi. Et donc du coup, à l'heure actuelle, c'est quoi ton lien avec Tony Robbins? Ben avec Tony, ça fait, si tu veux, quand j'ai fait ce séminaire en 94, en 94, ça m'a tellement retourné. Et je crois qu'une des chances que j'ai eues, c'est que je ne comprenais pas bien l'anglais. Donc j'ai surtout capté l'énergie de Tony. Et c'est cette énergie, parce que tu vois, comme je ne comprenais pas bien l'anglais, tout mon côté rationnel, il était au ras de pâquerette. C'est tout le côté émotionnel qui m'a pris, tu vois. Et je dis, ce gars-là, il est tellement extraordinaire. Là, je vais le faire connaître à mes amis, à mes frères. Et bon, c'est devenu pour moi, au fil du temps, dans les semaines qui suivaient, une obsession de pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas comment. Le comment, je ne savais pas. Mais c'est toujours le même, le pourquoi et le comment. Je savais pourquoi je voulais le faire. Mais comment j'allais faire, ça, c'était pas important. Et c'est comme ça que bon, j'ai commencé à écrire à l'époque. À l'époque, tu n'as pas Internet. Hein. On est en 94, fin 94. Tu n'as pas Internet. Tu ne trouves pas de site, de website, ni quoi que ce soit pour pouvoir communiquer. Ouais, c'est qu'en direct ou en fax. On peut appeler fax. Téléphone ou fax, tu vois, la bonne vieille méthode. Et j'avais trouvé dans son deuxième bouquin que j'avais lu entre-temps, L'éveil de la puissance intérieure. Je préfère le nom en anglais, c'est Awake the Giant Within, Réveille le géant qui est en toi. Ouais. Et il y avait un numéro de téléphone, etc., aux États-Unis. X fois, je téléphone, j'arrive à avoir personne. Et puis, j'arrive à avoir, par les renseignements, avoir un fax. Et là, j'ai commencé à balancer des fax. Ça a duré plus d'1 an avant d'avoir enfin une réponse. Ouais, Never give up. Ouais, Et là, une bonne persévérance. Ce qui a fait le truc, tu vois, l'erreur que j'avais fait pendant 1 an, c'est que je reprenais tout le temps le même fax. Je le renvoyais un peu comme un con, tu vois. Ah bon, ça fait, j'ai pas de nouvelles, je vais renvoyer le fax. Pas de nouvelles, hop, je vais renvoyer le fax. Et bon, et à mon avis, l'autre côté, à San Diego, le fax, il arrivait, boum, il allait dans la poubelle aussi vite. Et là, un jour, je me suis dit, mais bon, Tony dit toujours, change ton approche. Quand tu n'as pas, que ça marche pas comme tu veux, change your approach. Et si ça ne marche pas encore, be flexible. Change your approach. Sois flexible. Change ton approche. Et finalement, je me dis, bon, je vais reprendre ces mots, parce qu'il nous parle aussi dans le bouquin que c'est important dans une négociation de reprendre les mots de ton interlocuteur. Ouais. Et puis, je reprends plein de phrases que lui, citations qu'il donne dans ses bouquins. Et je l'ai balancé le fax comme ça. Ça n'a pas duré, je ne sais plus combien de temps ça a duré, parce que je te mentirais. Je n'ai pas envie de dire des conneries. Et je reçois un coup de fil. C'était un vendredi fin de journée. Bon, la semaine était finie. C'était un peu comme les vendredis, quand tu fais un boulot qui ne te passionne pas trop, Ouais. tu vois. Tu es content d'être au week-end. Tu attends le week-end et tout d'un coup, tu as le téléphone qui sonne. Et je prends le téléphone. C'est un Anglais avec qui parlait français avec un putain d'accent anglais et qui me dit « Ah, je suis Richard, je travaille avec Tony Robbins. Tu veux travailler avec Tony Robbins ?» Attends, mon cerveau, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je me dis « Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il veut ?» Le temps que je retrouve un peu mon souffle, ouais. Je me dis « Mais yes, yes, yes !» Et puis il me dit, ouais, on a eu ton fax, etc. On a un événement à Bruxelles bientôt. Et il me dit, ce serait bien qu'on se voit si tu veux. On peut se voir la semaine prochaine. On a les bureaux en Hollande. Mais moi, il me dit, j'habite à Lommel. On peut se voir où tu veux. Je lui dis, écoute, moi, la semaine, je suis fort pris. Je te propose, on se voit demain. On était vendredi. Hein. On peut se voir demain, samedi, à Bruxelles. On coupe la route. Il me dit samedi je peux pas. Il dit mais alors dimanche. Et on s'est vu le dimanche à Bruxelles. On avait rendez-vous pour ceux qui connaissent Bruxelles au Sofitel juste en face des Verts de l'OTAN. Et bon, je vois, on discute. Bon, ça se passe super bien parce que lui, j'étais un peu, comment vais-je dire, comme une possibilité en plus dans laquelle il croyait pas. Mm-hmm. Il se dit, bon, la France, les Français et les Anglais, la guerre de 100 ans, je crois qu'elle n'est jamais finie.
Et bon, il ne croyait pas aux francophones, etc. Lui, il voyait clair que par les Anglais, les Hollandais qui parlent tous, la majorité du moins, parlent tous Plusieurs anglais, langues. Ouais. et les Allemands aussi qui parlent très bien l'anglais en général. Et il me dit, ok, mais comment on va faire parce que les Français, ils ne parlent pas anglais. Je dis, mais bon, on va traduire. Ouais. Et bon, mais dans sa tête, il n'y croyait pas. Mais moi j'y croyais. Moi, je ne savais pas comment j'allais faire. Tu y croyais tellement qu'au final, tu l'as convaincu par ta croyance. Exactement. Et c'est ça aussi qui a été mon avantage, tu vois. Ce qui était pour moi au départ une faiblesse est devenu un avantage. Il me dit, ok, j'ai négocié un peu les conditions avec lui. Il me dit, ok, c'est bon, je vais t'envoyer un fax, ma secrétaire va t'envoyer un fax et tu me renvoies le fax. Et bon, lui, tranquille, tu vois, lui n'était pas pressé de faire le business. Parce que la preuve qu'il n'y croyait pas vraiment. Et bon, moi, je me suis levé, action, je me suis rappelé Tony Robbins, Massive Action. Je me suis levé, on était assis comme ça tous les deux, tranquilles. Et je vais à la réception, chez le concierge, lui demander du papier. Des feuilles de papier, et là je commence à rédiger le contrat à la main en anglais, et je dis tiens voilà Richard, comme ça demain matin moi je commence directement à bosser. Bon, il dit oh no problem, pour lui no problem. Il dit, tu sais quand tu crois pas en quelque chose, Ouais. tu t'en fous à la limite Ouais. de signer un contrat. Et on a signé ce contrat, et bon le lendemain je suis parti, c'était vers février, et en juin, un chiffre mythique, on avait 144 francophones qui étaient présents pour le premier UPW à Bruxelles, et c'était un moment extraordinaire. Et c'est là que j'ai commencé à avancer avec Tony. De là, on a fait la promotion des séminaires à Hawaï à l'époque. Malheureusement, maintenant, ça n'existe plus, mais c'était super séminaire, 10 jours avec Tony. Et là, je crois qu'on est parti à une quarantaine de Français. Je veux dire, on avait un taux de résultats extraordinaire. Tu imagines, tu as 144 personnes, on était pratiquement 40. Ouais. Alors que bon, les taux de conversion, généralement, ils tournent entre 5 quand ça va pas trop bien et 10 quand c'est extraordinaire, tu vois. Et donc, encore une fois, ce qui a fait la différence, c'est l'enthousiasme. Il y avait un enthousiasme, il l'a toujours d'ailleurs, il y avait cet enthousiasme, et aussi avec les premiers francophones, ils avaient vraiment cette envie d'aller changer leur vie. Ouais. Et toi, tu as su prendre toutes les décisions nécessaires pour aller vers cette chose-là. Exactement, pour bon, moi je suivais, comment je dirais, béatement ce que j'avais appris de Tony, tu vois. J'écoutais à longueur de journée dans ma voiture, ou dans le jogging, j'écoute ses cassettes Personal Power en anglais. Mais bon, je m'habituais de mieux en mieux à son langage, ses bouquins, relire mes notes des séminaires, et bon, à fond les manettes. Et donc, du coup, ça t'arrive de le voir de temps en temps, ou si tu vas aux États-Unis? C'est, pour être franc avec toi, avant, c'était, comme on dit chez nous, la belle époque. On voyait Tony, on avait les séminaires à Hawaï en leadership, où j'ai fait toutes les formations après de leadership, de coaching, de Trainer Academy. Et là, bon, tu voyais Tony, on allait même manger le dernier soir tous ensemble avec lui, donc on avait une proximité. Mais c'est vrai qu'avec le temps, comme il est devenu une méga star, c'est un peu plus compliqué de pouvoir l'approcher. Et même, il est toujours aussi hyper actif. Je me rappelle le dernier séminaire qu'on a fait à Londres, il avait à peine descendu de stage, de scène. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de prendre une douche. Peut-être qu'il l'a pris dans l'avion après, mais il avait un jet qui l'attendait pour partir, où il avait le lendemain un gros truc à Dubaï, tu vois. Donc, avant, à la fin d'un séminaire, on avait une séance photo avec lui, on avait des moments, mais maintenant, bon, il s'est créé un planning Très chargé. très chargé. Mais il applique à 100% ce qu'il partage, Ouais, notamment exactement. Massive Action. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez étrange d'être autant dans l'action, d'agir autant que ça. Parce que on nous dit souvent, ah, c'est bien de se poser parfois, de ne pas courir dans tous les sens. C'est une des croyances que personnellement, moi, j'ai eues. Arrête de courir dans tous les sens, accepte ta vie telle qu'elle est, sois satisfait.
Plein de choses comme ça que personnellement on m'a dit, et je sais qu'on a dit à beaucoup de personnes, mais cette histoire d'être satisfait alors qu'au final on sait au fond de nous qu'on est capable de plus. Et donc du coup ça m'emmène à ma prochaine question. Comment on fait, d'après toi, par rapport à toute ton expérience personnelle, professionnelle, celle que tu as eue avec Tony Robbins, celle que tu as eue sans Tony Robbins, comment on fait pour atteindre son potentiel? Faire vraiment ce qu'on est capable de faire. Je crois qu'il faut d'abord en prendre conscience, c'est comme tout. Et tout commence par une décision. Prendre conscience, moi j'adore ce message de Nelson Mandela qui dit que la plus grande peur de l'être humain, c'est de se rendre compte du potentiel, et là il rejoint un peu Tony Robbins, qu'il se rend compte du potentiel illimité qui est en lui. Et je peux te dire que parfois ça fait peur. Je me souviens, à un moment, je vivais mon rêve, je voulais vivre au bord de la mer. À l'époque, j'habitais la région de Nice et je me trouve sur la promenade des Anglais avec une voiture que j'avais toujours rêvé. Bon, c'était une belle BM, mais c'était pas une Ferrari, mais c'était... Quand tu es habitué avec des Volkswagen, que tu passes en BM, c'est déjà... Tu joues plus dans la même cour, tu vois. J'étais avec la bagnole, toute flambant neuf, là, sur la promenade des Anglais. Tu avais le soleil, tu te dis, mais putain, avant tu étais en Belgique, tu étais à Bruxelles, dans la grisaille, et là, mais tu es en train de vivre ton rêve. Et il me dit, je vais peut-être devoir me pincer pour me rendre compte que c'est une réalité. Et je me rends compte aussi à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas rencontré Tony Robbins plus tôt? Là, j'ai une espèce de regret qui vient en moi, une émotion toxique. Et puis, Dieu merci, je reviens, je me dis, mais bon, j'aurais pu jamais le rencontrer. Ouais. Et je ne serais pas ici. Et je crois que ce potentiel, on l'a tous. Et ça fait partie de ma mission, que ce soit avec Tony ou à travers mon programme best-seller, Les Clés de l'Abondance, tu vois. Pour moi, ma mission, c'est transformer les vies. Transformer, et ça c'est la clé, la peur en certitude. Parce que qu'est-ce qui tue les gens? C'est la peur. Ouais. Qu'est-ce qui immobilise? C'est la peur. Qu'est-ce qui empêche d'aller chercher son potentiel? C'est la peur. Mais la peur, elle commence même avec le doute. Avant, tu doutes. Et quand tu commences à douter et que le doute commence à s'entretenir, à s'auto-alimenter, mais il va se transformer en peur. Et quand tu es en peur, tu es complètement figé. Tu es immobilisé, tu es complètement à l'opposé d'être dans l'action. Donc la clé, c'est mon job, c'est de transformer justement la peur en certitude. En anglais, ça va très bien, tu as fear or faith. Soit si tu es dans le fear, si tu es dans la peur, tu fais rien de ta vie. Ouais. Si tu es dans la faith, si tu es dans la foi, c'est là que tu changes les choses. Et transformer le manque, parce que le manque aussi c'est un état d'esprit, transformer le manque en abondance. Parce qu'on est sur cette terre pour avoir l'abondance. Ouais. Et trop de gens se laissent pourrir la vie, à vivre, à penser petit, à vivre petit. Même, c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, à accepter la médiocrité. Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'ai vécu. D'accepter, de faire en sorte d'accepter quelque chose que je savais au fond de moi que je pouvais changer. Ma situation, mon environnement, plein de choses que je savais que j'avais le pouvoir de changer. Mais je me suis dit, on trouve des excuses en fait. Pour revenir sur ce que tu disais au tout début, être responsable. C'est à partir du moment où on devient responsable que là, on se dit, ok, je suis responsable, donc qu'est-ce que je peux faire pour agir par rapport à ce que je sais qui est au fond de moi. Mais tout cela nécessite quand même une certaine énergie. On est d'accord là-dessus. Il faut développer cette énergie. Et du coup, comment tu fais toi pour développer toute cette énergie qui te permet du coup par la suite d'utiliser tout ton potentiel? Je te dirais, pour moi, il y a deux choses. Il y a le désir et la foi. Quand tu as le désir en toi de faire les choses, quand ta vision, je parle souvent de vision, parce qu'un peuple sans vision est un peuple qui périt. Une famille qui n'a pas une vision, autre que payer les factures à la fin du mois, mais c'est une famille qui va nulle part. Les enfants iront peut-être à l'école, ils auront peut-être un diplôme, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un SMIC ou ils vont chercher un petit truc parce qu'ils ont été formatés comme ça, sans aucune vision. Une entreprise, combien d'entrepreneurs je vois que j'ai en coaching, après ils me disent, mais bon, c'est quoi ta vision? Où tu seras dans 5 ans? Ils ne savent pas.
Eux, ce qu'ils disent, ah, mais j'espère Ouais. que je serai encore là dans 3 mois. Ouais. J'espère que je serai C'est encore là une- dans 6 mois. c'est une Ils pensée sont, de ils sont manque. dans le one shot. Ils ont pas de vision. Et quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'énergie. C'est ta vision. C'est le désir que tu as de remplir ta vision. Et aussi avoir le sens de la mission. Pour qui tu le fais. Là, je reviens sur Sur ton pourquoi, c'est ce que tu sur expliquais ton avant. pourquoi, je disais tout à l'heure. L'importance, le plus important, c'est le pourquoi, c'est pas le comment. Et trop de gens, ils se prennent la tête dans comment je vais faire. Et puis ils voient le comment, ils voient un comment comme une montagne. Et c'est tellement gros qu'ils font marche arrière. Mais si ton pourquoi est plus important, eh bien ton pourquoi, tu vas trouver les solutions. La clé est dans le pourquoi. Et le pourquoi, c'est ce que Tony appelle le driving force. Quelle est la force qui te porte? Quelle est la force qui te conduit? Et quand tu as cette force en toi, tu le fais peut-être, certains vont le faire parce qu'ils veulent changer le monde. Certains, ils le font parce qu'ils ont une passion qu'ils veulent transmettre. Ils ont ce sens de la mission. D'autres vont le faire pour leur famille. Peu importe. L'important, c'est d'avoir en toi cette force qui va te faire te donner l'énergie tous les matins, même si tu es fatigué, à te donner le coup de pied au cul mais pour que tu avances. Ouais, carrément, je te suis à 100%. C'est ce que je peux expérimenter dans mon quotidien. Ça m'arrive et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à le croire, à me réveiller, à pas avoir envie de faire des vidéos ou à pas être motivé, mais je me focalise toujours sur pourquoi je le fais, ce que ça m'apporte, ce que ça apporte, parce qu'il y a toujours nous et les autres. Et il ne faut pas oublier de penser à soi dans cette démarche-là, et pourquoi on le fait pour nous, pourquoi on le fait pour les autres. Et c'est ce qui vraiment motive un maximum à agir. Ben, tu vois, moi, ce qui me motive aussi, c'est quand je fais des séminaires ou des messages que je reçois, ou des cadeaux que les participants quand ils font les clés d'abondance, si tu veux, pendant 1 an, ils sont avec moi en vidéo et après, je les retrouve en live pendant 3 jours, dans lequel c'est un peu pour cimenter tout ce qu'ils ont appris. Et bon, beaucoup viennent m'apporter un bouquin, ils veulent m'apporter, je sais pas, j'ai des gens des Antilles, une bonne bouteille de rhum vieux des Antilles, tu vois, chacun m'apporte quelque chose de sa région, et toujours avec un petit mot. Et j'ai tous ces petits mots sur mon bureau, dans un tiroir, et si tu ne te sens pas à 1000%, eh bien quand tu vois ça, tu te dis, ok, là, j'ai pas le droit de pas y aller parce que bon, il y a des gens qui attendent et c'est une mission reçue de mon créateur et je peux pas passer à travers. Et c'est un honneur en plus d'avoir reçu cette mission. C'est à moi à mener ma mission à bon terme. Entièrement d'accord. Et donc du coup, quand on parle d'atteindre ce potentiel, avoir l'énergie pour le faire et prendre ses responsabilités pour pouvoir effectuer toutes les actions nécessaires pour créer le changement, quand on parle de changement de sa vie, de son environnement, il y a souvent l'aspect financier qui rentre en compte. En France, c'est toujours très... c'est difficile de parler de tout ça, mais moi je pense que c'est relativement important de réaliser que quand on parle de changer soi, automatiquement son environnement change. Parce que si on change ses pensées en termes d'abondance et non pas de manque comme tu l'as exprimé précédemment, forcément nos finances vont changer. Donc d'après toi, ce serait quoi les éléments à mettre en place pour devenir libre financièrement? Et déjà, c'est quoi cette notion de liberté financière? Si tu veux, dans mon programme Les Clés de l'Abondance, je reviens là-dessus, il y a 1 mois, j'ai eu 2 mois sur les finances. Il y a 1 mois sur chaque topic, je dirais, chaque chapitre important de la vie, mais j'ai 2 mois sur les finances. J'ai d'abord 1 mois, c'est parce que beaucoup de gens que je rencontre, ils ont des challenges de dette. Ils ont des dettes, quand je dis dettes… Pas des bonnes dettes. Pas des bonnes dettes, parce que bon, si maintenant tu as fait un prêt hypothécaire pour acheter un appartement en investissement et que tu as un taux à 1,5, ben c'est une bonne dette parce que tu gagnes de l'argent sur le compte de la banque et ce n'est pas le contraire. D'habitude, c'est le banquier qui gagne sur toi. Ouais. Mais à 1,5, tu fais une bonne affaire. Okay. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une dette. Pour moi, c'est un peu les dettes pourries. Les débits excessifs en compte, des loyers peut-être en retard parce qu'on a préféré dépenser son argent des conneries plutôt que respecter son engagement par rapport à la personne qui quand même te donne te loue ton lieu de vie. Ouais. Okay. Dépenser, acheter le dernier téléphone parce que le copain il a, etc. Alors que le tien il va super bien. Bon, tout ce genre de dettes à la con, okay, qui t'amène après
dans des situations financières compliquées. Parfois, j'entends des gens, oui, mais moi, je suis en surendettement. Je dis, écoute, tu n'arrives pas en surendettement en un mois. Ouais. C'est comme quelqu'un qui me dit, je paye 150 kilos, j'ai 60 ou 70 kilos de trop. Tu n'as pas pris les 70 kilos de trop en une semaine. C'est parce que tu t'es laissé aller. Et à un moment, bon, tu as pris, sauf si peut-être un dérèglement de santé, mais la majorité, c'est surtout un laisser-aller, un manque de discipline. Mais c'est le même avec l'argent. Si tu n'as pas de discipline pour ton poids, si tu n'as pas de discipline pour l'argent, eh bien, tu t'amènes en surendettement, tu t'amènes dans des situations d'être obèse. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Pour atteindre la liberté financière, il faut d'abord se libérer des dettes. Et là, bon, je travaille beaucoup là-dessus. Et après avoir un plan. Et je reprends simplement le plan de l'homme le plus riche de Babylone. Ouais, je connaissais. Mettre 10%. Et là, tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit, des gens pourtant qu'avec 40, 50 ans et parfois plus, qui me disent, j'ai jamais eu un bal de côté. Maintenant, depuis que j'ai suivi ton programme, que j'ai commencé à mettre, au départ ils commençaient avec 5 parce qu'ils étaient un peu ric-à-rac, je dis, mais même si tu mets que 3%, mais commence. Et après, quand tu vas augmenter tes revenus, tu pourras passer à 10 et même à plus par la suite. OK? Et donc, et qui me dit ça, tu sais, Roger, je suis arrivé à mettre 1000 euros de côté. Bon, on va dire 1000 euros, c'est de l'argent. Encore une fois, tout ça est une question de perception. Ouais. Pour quelqu'un qui gagne énormément d'argent, 1000 euros, c'est juste 1000 euros. Pour quelqu'un qui rame dans la vie, 1000 euros, c'est énorme. Mais il me dit maintenant, je me sens en sécurité. Parce que si ma machine à laver, je vous rappelle de quelqu'un qui me disait, si ma machine à laver, elle claque, eh bien, je sais au moins que j'ai l'argent pour la remplacer. Et je ne me retrouve pas dans une galère. Et apprendre à épargner, ça pour moi, c'est la première chose. Et une fois que tu as appris à épargner, c'est faire travailler ton argent. Ça, c'est un autre aspect que j'aime bien développer. Multiplier. Pour multiplier. Savoir investir. Et parce que ce n'est pas le tout de mettre l'argent à la banque, parce que là, c'est ton banquier qui va le faire pour toi et ce n'est pas toi qui aura le fruit, mais faire travailler l'argent pour toi. Ne pas travailler pour l'argent, mais c'est l'argent qui va travailler pour toi. Et c'est quoi les systèmes que tu mets en place par rapport à ça? Soit ça peut être la bourse, avec des méthodes très éprouvées de contrôle du risque, risk management très, on ne va jamais dire vous allez faire 100%, 200, 300%. Non, la plupart des personnes avec qui nous travaillons, elles tournent entre 20 et 30%. Certains vont même à 50%, mais bon, je dirais entre 20 et 30%, ce qui est déjà pas mal, parce que je connais très peu de gestionnaires de fortune qui arrivent à faire ce genre de rendement pour leurs clients. Et l'immobilier, bien sûr, ça reste toujours un super levier avec des taux d'intérêt comme on a maintenant à 1,5, 2% maximum. Et la clé, bien sûr, c'est rejoindre ce que Robert Kiyosaki enseigne, c'est d'avoir des cash flows positifs. Éviter de faire des investissements immobiliers dans lesquels, eh bien, tous les mois, vous allez devoir aller de votre poche. Je prends un exemple, si tu as un investissement immobilier qui te rapporte 10 000 euros, eh bien, il faut surtout que les frais de remboursement de crédit, de taxes, etc. ne soient pas au-delà des 10 000. L'idéal, c'est d'arriver vers 7 000 ou 8 000. Et ça se fait. Je connais de nombreux exemples qui le font et c'est pour ça qu'il ne faut pas sauter sur la première charrette. Il faut prendre le temps de bien analyser et surtout de voir après la balance entre ceux qui rentrent. C'est juste de la comptabilité, entre ceux qui rentrent et ce qui va sortir, et que ça soit en bénéfice. Et comme ça, mais avec ce bénéfice, tu peux très rapidement avoir un apport pour un autre investissement. Que dans le cas contraire, toi, tu es en train de, si tu dois tous les mois remettre de ta poche, tu te prives de ta capacité, tu réduis. Tu te prives peut-être pas, mais tu réduis ta capacité d'investissement. Ouais, parce que tu auras moins pour investir. C'est une simple logique. Et cette histoire de charrue, on peut la retrouver aussi dans L'homme le plus riche de Babylone. Ne pas sauter directement sur la première occasion parce qu'on pense que c'est l'occasion du siècle. L'examiner, se renseigner auprès des personnes qui savent ce qu'elles font, qui ont les compétences déjà acquises, qui réussissent déjà dans le domaine et effectuer un partenariat ou apprendre d'elles plutôt que se lancer à soi-même parce qu'on pense, nous, que c'est une opportunité. Mais quand on n'est pas expérimenté dans un domaine, ce qu'on pense, au final,
parfois on peut le prendre en compte, mais parfois pas. Parce qu'on a notre propre perception qui risque d'être différente d'un expert. L'expert, il va peut-être percevoir des choses que nous, on ne perçoit pas. D'où l'intérêt de rencontrer des personnes qui ont plus de connaissances dans un domaine d'activité bien spécifique. Et ne pas se limiter je voudrais rebondir sur 2 points, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, sur 2 points. Un, d'abord, un expert, c'est pile ou face, il a raison ou il a tort. Si tu en as 2, ça va déjà un peu mieux. Tony Robbins, il dit toujours, tu as besoin d'avoir au minimum 3 avis avant de prendre une décision. Okay. Sinon, ta décision, elle risque d'être faussée. Et l'autre point, j'avais cette sale habitude de croire aussi que, surtout en bourse, que cette opportunité, elle est là, si je la loupe, c'est foutu, tu vois. Et j'avais cette croyance à la con, c'est la chance de ma vie. Donc il faut que je saute dans la charrette. Et je me souviens, j'en parle avec Tony, et Tony, quand on travaillait sur les croyances, je lui dis, écoute, j'ai cette croyance. Et il dit, mais l'opportunité de ta vie, la chance de ta vie, elle revient tous les jours. Ouais, le fait d'être réveillé ce matin. Et tu vois, et ça change tout. Parce que si tu crois que ce que tu vas avoir là, c'est vraiment cette opportunité, tu ne veux pas la louper. Et c'est là souvent que tu te fais avoir. Et que tu te dis, bon, c'est pas grave, si je loupe celle-là, demain j'en ai une autre. Et après-demain, j'en aurai encore une autre. J'ai le choix. Et quand tu as le choix, tu es serein, tu élimines tout stress et toute précipitation. Ouais. Ah, ça me fait penser à cette citation de Oprah Winfrey, qui dit que les opportunités sont comme les autobus. Ils arrivent très fréquemment. Et comme Tony a travaillé avec, peut-être qu'ils en ont parlé aussi, je ne sais pas. Elle est très intéressante aussi dans ce qu'elle a réussi à accomplir. Et tout ça, ça me fait penser à une phrase que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, parce que quand on parle de liberté financière et de gagner de l'argent et tout ça, on a tendance à se trouver des excuses en fonction de l'endroit où on vient, de la famille dans laquelle on est né, de l'éducation dans laquelle on a baigné, de l'environnement dans lequel on est né. Et il y a cette phrase qui m'a bouleversé et j'en ai limite la chair de poule quand j'y pense, c'est si tu es né pauvre, cela n'est pas de ta faute. Mais si tu le restes, c'est ta décision. Et ça, je trouve ça super puissant parce que ça nous donne toutes les responsabilités de créer le changement qu'on veut. Parce que même si on peut accepter certaines choses, on peut s'adapter et être content d'être dans notre petit appartement, d'être dans notre petit cocon. Il y a des choses qu'on aimerait bien faire et cela nécessite un investissement monétaire. Je pars sur le principe que, de base, dans la nature, si on prend l'être humain dans la nature, à son essence même, son besoin primaire, c'est la nourriture. Donc il va aller chercher de la nourriture directement. À l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, le besoin primaire de l'homme reste toujours la nourriture, sauf qu'il ne va pas chercher la nourriture directement. Ce qu'il a besoin, c'est d'un échange monétaire pour cette nourriture. Ça veut dire que ce qu'on doit rechercher primairement, ce n'est pas la nourriture, mais l'argent qui nous permet d'obtenir cette nourriture. Et c'est là, du coup, on réalise l'importance du coût de l'argent. Et même dans notre manière de nous comporter, de nous percevoir, nous. Il y avait, entre guillemets, l'enseignant de Tony Robbins, Jim Rohn. Jim Rohn, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, j'adore sa manière de emphasize les mots à chaque fois. Très simple, très focus. Ouais. Il disait que c'est pas les chiffres pour les chiffres, mais pour ce qu'ils représentent. Et parce que quand on change notre situation financière, on se remet en question nous. C'est pas uniquement pour l'argent, c'est vraiment, on réalise que on est capable de bien plus que ce qu'on pensait être capable de faire. Et on devient une autre personne. Et dans le bien, moi j'y crois sincèrement que l'argent ne change pas quelqu'un, ça amplifie qui elle est de base. Exactement, j'aime bien cette expression, ça amplifie qui tu es au fond de toi. Ouais. Et donc du coup ça impacte sur notre confiance. Et là vient la prochaine question. Comment tu fais pour développer cette confiance en qui tu es ? Ça, c'est une excellente question. Pour moi, c'est la pierre angulaire du système. Pour moi, ça fait partie de l'image de soi et de son identité, de qui on est. Et je reprends Tony qui sort souvent cette phrase « Si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur ». Et tout à l'heure, je te disais, transformer la peur en certitude. Mais quand tu sais qui tu es, c'est impossible d'avoir peur. Quand tu sais, bon, moi je suis croyant, moi je suis a child of God, je suis un enfant de Dieu. Si tu sais
que ton père est le roi des rois, qu'est-ce qui peut te faire peur? Et pour moi, l'identité, elle est hyper importante. Bon, moi, je trouve mon identité à travers Dieu. Tu peux trouver ton identité à travers d'autres valeurs. Mais savoir qui on est et l'image de soi. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu te dis, j'ai confiance en moi? Est-ce que tu vois ta valeur ou tu vois quelqu'un d'évalué? Et le souci de la confiance en soi, c'est que les gens sont souvent, ils se dévaluent eux-mêmes. Et après, évidemment, l'entourage, la société, les médias fait que, eh bien, ils viennent renforcer déjà qu'ils ont un déficit de confiance en eux, un déficit d'image de soi, qu'ils ont une pauvre image d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont des pauvres résultats. Et tout l'entourage fait que renforcer, alors qu'il suffit de inverser la vapeur. Avoir une bonne image de soi. Avoir une bonne image de soi, c'est tout le contraire d'avoir de l'ego. Ouais. Parce que l'ego, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je me souviens, j'ai eu l'occasion une fois de dîner avec Deepak Chopra. Et Deepak disait toujours, si tu veux être heureux, tu dois mettre l'ego le plus près possible de zéro. À partir du moment où ton ego y monte, c'est impossible d'être heureux. Et c'est un peu comme deux thermomètres, tu vois, comme des vases communicants. D'un côté, tu as l'ego, plus l'ego y monte et plus tu as l'humilité qui descend. Et plus tu baisses ton ego, au plus tu deviens humble. Mais ça ne veut pas dire d'avoir une pauvre image de toi. Complètement. Et c'est souvent là la grosse mistake. C'est souvent là la grosse erreur des gens. Ils croient que, pour avoir de la confiance en eux, ils doivent rouler les mécaniques. Ils doivent avoir, comme on dit, une grande gueule chez nous. Tu vois, ils doivent se la péter. Non, c'est tout le contraire. Parce qu'une grande gueule, quelqu'un qui veut se la péter, c'est parce que c'est une façade. Derrière, c'est vide. C'est un château de cartes. Et justement, les gens qui ont la certitude, mais ils n'ont pas besoin comme on dit, je ne sais pas si ça se dit chez toi, mais chez nous ça se dit beaucoup en Belgique, de se la péter pour montrer qui ils sont. Parce que tu sais qui tu es à l'intérieur de toi. Ouais. Et tu ne dois pas commencer à montrer que tu as la dernière marque de t-shirt ou la dernière montre ou le dernier truc pour montrer qui tu es. Ça, c'est des artifices. Et les publicistes, ils savent comment justement utiliser ce manque de confiance des gens pour se bâtir une fausse image d'eux-mêmes. Et derrière, c'est pas parce que tu as le dernier téléphone, la dernière bagnole, la dernière montre que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un parce que c'est à l'intérieur de toi. Et moi, je pense sincèrement que cette démarche de montrer en fait aux autres un endroit où l'on est alors que l'on n'est pas à cet endroit, notamment relié à l'aspect financier, il y a pas mal de personnes qu'on peut voir qui vivent dans des banlieues. Enfin, moi, j'ai vécu dans des banlieues dites dangereuses ou des banlieues mal fréquentées, quoi. Et tu vois plein de personnes avec des magnifiques voitures. Donc ils font cette image qu'ils ont, c'est pas l'image qu'ils ont d'eux, c'est l'image qu'ils veulent montrer aux autres. Parce qu'eux, ils savent très bien où ils sont, par exemple, financièrement, mais ils veulent montrer à leurs amis, aux gens qui les perçoivent, qu'ils sont à un niveau financier qui dépasse celui où ils sont à l'heure actuelle. Donc ils donnent une fausse image de qui ils sont, et cela n'aide en rien l'image de qui ils sont. Parce que l'image de base, elle est interne. Comment on se perçoit. C'est quand tu te vois dans la glace. Quand tu te vois dans la glace, ouais, effectivement. Et tu vois, là, ça me fait rebondir sur les fameux besoins humains de Tony. C'est le besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un besoin humain qui est très développé, surtout plus chez les hommes que chez les femmes. Il faut montrer. Et souvent, il y a des gens qui s'endettent, on a parlé tout à l'heure de dette, qui s'endettent, qui font des trucs incroyables pour essayer, et j'utilise le verbe essayer avec beaucoup de sens, pour essayer de montrer qu'ils sont quelqu'un. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'enterrer. Quand tu es enterré financièrement, l'argent, c'est pas tout, mais c'est quand même plus facile de vivre quand on a de l'argent dans sa poche ou sur son compte en banque quand on est toujours en négatif, qu'il faut appeler le banquier pour lui demander une rallonge et tout le temps être en train de supplier. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On est en train de détruire notre image de nous-mêmes. Tu es en train de créer
ils sont en train de créer l'image de loser, de dépendance. Il faut que je demande au banquier s'il peut me faire une rallonge. Comme un enfant qui demande de l'argent pour avoir une sucette, par exemple. Donc on revient à cet esprit de... On attend d'une autre personne quelque chose qu'on n'arrive pas à créer nous-mêmes alors qu'on peut le créer. C'est d'être dans cette dépendance, quoi. Alors qu'on veut tous être indépendants et être libres. Ce sentiment de liberté, je pense qu'on le veut tous en soi, au fond de nous-mêmes. Mais la liberté, elle a un prix. Hein. Ouais, elle a un prix et un sacrifice. Un prix, je ne parle pas monétaire, hein. Je te parle à un prix. La liberté, ça demande de la discipline. Ouais. Ça demande de faire travailler son cerveau. Ça demande de penser différemment. Donc du coup, comment tu fais pour développer de la discipline? C'est encore une fois une question de... Comment je peux t'expliquer ça? La discipline, elle vient de ta vision, de ta mission. Tu sais que quand tu fais quelque chose qui te demande une certaine discipline, tu le fais parce que tu vas voir la récompense. La récompense, c'est ta vision. Et le challenge des gens, c'est qu'ils préfèrent souvent avoir une petite récompense à court terme, quitte à avoir une très grande douleur à long terme. C'est le même avec les addictions à la cigarette, par exemple. Les gens ils préfèrent fumer une cigarette parce que c'est un petit plaisir immédiat. Ils ne se rendent pas compte que dans 5 ans, peut-être qu'ils ne seront plus là. Ouais. Et là, ça va être la grande... Où il y aura une maladie grave, parce que c'est quand même prouvé, ça, Ouais. c'est pas une utopie, tu vois. Il y aura peut-être une maladie grave, il y aura peut-être un handicap et tout, avec une grande douleur plus tard. C'est le même avec la discipline. Pour moi, je travaille beaucoup avec des sportifs, et l'entraînement, c'est aussi une forme de discipline. Ouais. Mais tu sais, quand tu t'entraînes, tu sais que tu fais ça pour gagner dimanche. Ouais. Parce qu'avant, on jouait le dimanche au foot, tu vois. Tu vois, moi, mon neveu, c'est Eden Hazard qui vient de signer maintenant au Real de Madrid. Il aurait mieux fait d'aller à Barcelone entre nous, mais enfin, bon, il vient de signer au Real de Madrid. Je me souviens de lui quand il avait 16 ans. Il était à l'école de foot à Lille. Et c'était le 1er janvier, bon, je ne sais pas comment ça se fait chez vous, mais en Belgique, 1er janvier, bon, on a un peu la tête dans le sac. Mais bon, en fin de journée, on va souhaiter les vœux à la famille, etc. Et là, bon, on remange ensemble, etc. Et il y a toujours des bons restes d'habitude. Et j'étais chez mon oncle, le grand-père d'Eden. Et on était en train de discuter. Et bon, il avait 16 ans, il n'était pas encore connu à l'époque. Il était juste un gamin qui va à l'école de foot. Comme les autres, ils vont à l'école pour devenir ingénieur, tu vois. Et il y avait tous les cousins, tous les gamins de son âge et les filles de leur âge qui étaient là. Et à un moment, il y en a un qui dit « Ah !» Il y avait un plus âgé avec. « Est-ce que tu peux nous conduire à Bruxelles ?» C'est à 30 km d'où je suis né, d'où on habite. Et est-ce que tu peux nous conduire à Bruxelles? On va aller à Kinépolis, une espèce de grand cinéma où il y a des pizzas après et tout le truc. On va aller voir, je ne sais plus quel film vous voulez aller voir. On va aller voir le film et après on va se faire pizza et bière, etc. après le truc. Et il demande, Eden, tu viens avec? Ah, il dit non, demain je dois être à 8h à l'école et ce soir à 8h je dois être rentré, il y a un contrôle. Et une heure après, son père l'a pris, Thierry, dans sa voiture, parce qu'il ne pouvait pas encore conduire à l'époque, pour le rentrer à l'internat de l'école de sport. Mais pour lui, une fois, j'en ai reparlé une fois, je dis moi je m'en foutais, moi j'en avais rien à foutre d'aller voir un film au cinéma. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de réussir ma carrière. Et quand tu connais ta vision, quand tu connais ton objectif, quand tu connais ta mission, ben c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Ouais. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de vision. Les autres gamins, bon, je sais pas, il y a peut-être ceux qui sont devenus ingénieurs, d'autres qui travaillent comme en foyer ou je sais pas ce qu'ils font, hein, tu vois. Mais il y en a aucun qui a, c'est même pas une question financière, qui a le plaisir, parce que je connais très bien Eden, lui, il joue pas pour l'argent. Bon, il en gagne beaucoup, mais enfin, c'est pas son truc. Lui, il joue parce qu'il aime jouer au foot. Ouais. Lui, c'est un jeu et il prend plaisir à le faire. Ben, pour ça, il sait qu'il a besoin de s'entraîner. Ouais, c'est la base. Accepter tout le package, accepter tout ce qui va avec.
Parce que beaucoup de personnes, notamment à cause d'Instagram, où on voit juste la réussite des personnes, Qui est souvent fake. Mais qui est, enfin, qui bon. est- qui est souvent fake, mais on ne réalise pas que même pour ceux qui sont réels, cette vraie réussite que l'on peut percevoir, on ne voit pas tous les efforts, toutes ces fois où ces personnes ont dit non pour aller en soirée, non pour aller voir un film, sont réveillés plus tôt, ont travaillé des dizaines d'heures chaque jour, durant une longue période, on fait plein de sacrifices. On ne voit pas tout ça. Il n'y a que très peu de personnes qui le montrent. Et je pense qu'on devrait le montrer plus fréquemment. Mais ça peut faire peur à certaines personnes et les enlever cette idée de vouloir telle chose. Parce que peut-être que cette idée de vouloir telle chose ne leur correspond pas vraiment. Parce que quand on veut vraiment quelque chose en soi, on est prêt à tout pour le faire. Encore une fois, quand le pourquoi est suffisamment Quand- fort. ouais. Regarde, moi je pense souvent, j'adore cette personne pour tout ce qu'il a fait. Nelson Mandela, il a passé 27 ans en prison, mais il savait pourquoi il le faisait. Et Tony nous en a parlé une fois parce qu'il le connaissait, il a eu l'occasion de le rencontrer et il n'avait aucune rancune, il n'avait aucune émotion toxique, mais lui il avait une seule vision, c'était libérer son peuple de l'apartheid. Et quelles que soient les conditions, le comment, il avait son pourquoi qui était là. Ouais. Et à un moment, tout s'est ouvert parce qu'il a continué à believe, à croire, à croire, à croire et à garder, focaliser sur ce qu'il voulait, pas sur ce qu'il ne voulait pas. Où est-ce qu'on dépasse son attention détermine ce que l'on ressent. Voilà. Ouais. Où tu mets ton focus, c'est là que l'énergie flow, c'est là que l'énergie te porte. Intéressant. Donc du coup, une autre petite question. Ce serait quoi les livres que tu recommanderais dans le business, par exemple, pour un entrepreneur qui a envie de se développer dans peu importe l'activité? 3 livres de base sur le business à absolument lire. Je vais peut-être te choquer ou choquer nos téléspectateurs, on va s'appeler comme ça, les personnes qui nous regardent. Pour moi, je dirais, bon, ce n'était pas mon premier livre, mais c'est un livre que j'ai appris à apprécier, à adorer. Pour moi, c'est la Bible. Ok. Tout est dans la Bible. Je me souviens quand j'avais mon premier mentor, Moïse, en marketing de réseau, il me disait toujours, tu peux lire tous les bouquins, mais tu as tout dans la Bible. Et pour moi, ça, c'est là que tu as la foi. Parce que tu fasses du business, que tu fasses du sport, que tu fasses quoi que tu fasses dans la vie, si tu n'as pas la certitude, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Ou tu vas avancer à ta manière, mais tu n'auras pas ce bonheur. Et la clé, c'est d'être dans la joie. Ouais. Être dans la joie. Alors, c'est écrit, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, être dans la joie du Christ. Quand tu es dans la joie, quand tu es dans la prière, quand tu es dans la gratitude, moi j'en ai même fait un ancrage, JPG, Joy, Prayer, Gratitude, être dans la joie, être dans la prière, dans la connexion. Prier, c'est pas aller se mettre à l'église et réciter une prière, non. C'est ce dialogue, cette connexion avec notre Créateur et savoir remercier à tout moment. Remercier, pas de temps en temps une fois, mais remercier en permanence. Donc pour moi, je te dirais, c'est le livre au-dessus de tous les livres. Ensuite, le premier livre qui m'a le plus impressionné, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ouais. Plein de magnifiques exemples. C'est d'ailleurs celui qui a inspiré Tony, beaucoup, et Jim Rohn aussi à l'époque. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu ce premier livre dans mes mains, c'était Moïse qui me l'avait offert. C'était un peu mon mentor, mon coach à l'époque. Bon, c'est vrai qu'il a un prénom prédestiné. C'était un peu mon coach et mon mentor à l'époque. C'est lui qui m'a donné cette confiance. Parce qu'au début, je n'avais pas la confiance que j'ai maintenant. Et c'est ça l'importance d'avoir quelqu'un de référence à côté de toi. Et je me souviens, moi, si je n'avais pas confiance, mais Moïse était à côté de moi. Et dès que j'avais parlé un peu avec lui, boum, je commençais à avoir cette confiance en moi. Il m'avait donné Dale Carnegie, que j'ai aussi adoré. Mais tu m'en demandes 3, donc je ne peux pas t'en donner beaucoup. Il y avait Dale Carnegie, mais après, il m'a donné le livre de Napoléon Hill. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai démarré, et c'est ça la clé, la discipline, quand tu connais ton objectif. Je me souviens, je rentrais parfois tard. À l'époque, je travaillais à la banque jusqu'à 5 heures, puis j'allais faire mon boulot de marketing de réseau. Parfois, je rentrais, il était minuit, 1 heure. Mais je m'étais donné comme discipline, tous les soirs, avant de m'endormir, de lire un chapitre et de relire, s'il le fallait, un chapitre de Napoléon Hill. Quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. Et j'ai fait le même aussi, je me souviens, quand je suis rentré de mon premier séminaire avec Tony Robbins,
quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, je ne voulais pas m'endormir avant d'avoir lu un chapitre de son bouquin ou relu les notes que j'avais prises pendant le séminaire. Et c'est là que d'une certaine manière, tu conditionnes. Je sais que ce mot, parfois, il peut être mal interprété, mais c'est vraiment le mot. Si tu veux réussir en sport, il te faut une bonne condition physique. Si tu veux réussir dans le business, mais que tu poses la question par rapport au business, il faut avoir une bonne condition mentale. Et cette condition mentale, c'est comme l'entraînement. Lire, relire, travailler tes notes, avoir des objectifs, avoir un carnet avec toi dans lequel tu notes tout ce qui est important, tes nouvelles idées, ou sinon l'idée elle vient et elle part, tu vois. Et Napoléon Hill, pour moi, ça a été une très très grande découverte. Et le troisième, je ne vais pas dire pouvoir illimité, parce que je l'adore ce bouquin, mais je préfère le deuxième de Tony, c'est l'éveil de la puissance intérieure. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné le coup de pied au cul pour l'appeler. Quand je venais juste d'avoir 40 ans et je me rendais compte que ma vie elle était vraiment bric-brac, vraiment n'importe comment. Et j'étais en train de lire ce livre à l'époque et je me souviens que Tony il nous parle de la marche sur le feu et je me dis bon je vais faire une marche sur le feu. Là je pense que je vais pouvoir brûler tous les bullshit de ma vie et enfin vivre la vie que je veux. Et c'est là que j'ai pris la décision d'aller faire ce premier séminaire avec lui en 94 à Londres. Donc pour moi, l'éveil de la puissance intérieure, et j'adore tantôt je te l'ai dit, le terme en anglais c'est Awake the Giant Within. Et on a tous un géant en nous. Et je me souviens, c'était aussi une expression que j'entendais souvent de Moïse. Vous êtes tous des géants, vous avez tous cette force en vous. Mais maintenant, il faut la réveiller. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre mission en tant que coach, de pouvoir faire comprendre aux gens la force qui est en eux, un peu comme David et Goliath. Moi, j'adore cette partie de la Bible. David, qu'est-ce qu'il avait? Il avait quoi? Il avait juste son screenshot, il avait juste sa fronte avec lui. Mais il avait la certitude. Et avec cette certitude et son cerveau, et bien sûr l'aide de notre Créateur, eh bien, il a vaincu ce qui était l'invincible. Et il est passé à travers. Et il a réussi. Et je pense on est tous des David. Quel que soit notre prénom, on est tous des David et on a tous cette force en nous, quel que soit le mur qui est en face de nous, qui nous paraît invincible. Mais souvent, c'est un mur en carton. Ouais. Il faut juste taper dedans pour s'en apercevoir. Taper dedans pour s'en rendre compte. Ouais. Par contre, du coup, tu dis quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et qui pourrait aider énormément de personnes dans ton parcours, quelque chose que je ne savais pas, que je viens d'apprendre. Du coup, ce moment avec Tony Robbins, tu m'as dit que ça a été fait quand tu avais 40 ans. Ouais. Et 40 ans, c'est un âge où, quand je donne des conseils aux gens à travers mes vidéos, mes programmes, mes formations, ou en coaching, etc., il y a souvent des gens, la quarantaine, qui disent « à mon âge, voilà, c'est fini. À mon âge, c'est pas possible. À mon âge, non, il n'y a plus d'opportunité. C'est pas possible. » Et ce que tu as fait au final, je trouve ça juste, ça me donne vraiment les frissons à 40 ans parce que c'est vraiment un âge où cette croyance, elle est instaurée, mais dans la tête de je ne sais pas combien de millions de personnes. C'est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif qu'à 40 ans, c'est pas possible. Et toi, à 40 ans, tu as eu un changement bouleversant dans ta vie où tu as complètement rechangé absolument tout en fait. Ouais. Et là, je vais te donner le moment crucial. Et tu vois, aujourd'hui, je vais fêter dans quelques jours mes 65 ans. Mais quand je fais mes analyses de sang chez un ami médecin qui est très à la page, je dirais, au niveau de la recherche, j'ai mes cellules, mon passeport à 65 ans, mais mes cellules en ont 49. Parce que tu as l'âge qu'on dit, là c'est une petite parenthèse, tu as l'âge chronologique de ton jour de naissance qui démarre et qui va jusqu'au dernier jour, mais puis tu as ton âge biologique. Quel est l'âge de tes cellules en fonction de ton mental avant tout et comment tu utilises ton corps. Et pour te dire, le déclic pour moi c'était le jour de mon anniversaire. J'avais invité ma famille, j'avais mes deux frères, mes belles-sœurs, etc. Moi j'étais seul et j'avais des amis aussi de longue date que j'avais invités. Encore une fois, tu vois, montrer. Je les ai invités dans un bon restaurant, alors que je ne sais même pas comment j'allais faire pour payer. Si, j'ai payé, mais tu vois ce que je veux dire. Je me suis mis financièrement pas très à l'aise
parce que je voulais, d'une certaine manière, encore une fois, bon, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis, on dit en Belgique, montrer, tu vois, montrer, jusqu'au jour où tu comprends que c'est de la grosse connerie. Et je suis là avec ma famille, et à un moment, j'ai un flash. Il y a tout le monde qui est là, on est en train de boire son verre, on a peut-être déjà bu quelques-uns, peut-être pour ça que le flash est arrivé aussi. Et j'ai ce flash et je me dis, mais putain, t'as 40 piges aujourd'hui, regarde toute ta famille qui est là. Eux, ils avaient un petit boulot, un truc, ça marchait pour eux, c'était pas extraordinaire, mais ça marche pour tout le monde. Et toi, tu es là, tu invites tout le monde, et c'est toi le paumé de la bande. Et là, je me dis, mais il faut que tu changes ta vie, là. Tu as 40 ans, et ça a été le détonateur. Tu as 40 ans, si tu ne changes pas maintenant, tu es foutu. Ouais. Pour moi, c'était une connerie, mais ça m'a aidé. Ouais. Ah, mais parce que tu peux dire le même à 50, le ouais. même à 60, c'est ce que je dis en coaching aussi à des gens, tu as 60 ans, je dis écoute, il en reste encore plein, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Tu peux vivre d'après si tu lis Greg Braden, que j'aime beaucoup, eh bien, dans les nouveaux auteurs, ben, tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Donc, même à 60, tu n'es qu'à la moitié de ta vie. Donc, tout ça, c'est dans notre tête. Mais c'est ce réflexe, c'est cette croyance que j'ai eue, ce qui m'a poussé, c'est de me dire, parce que parfois tu es poussé par le plaisir, mais parfois aussi par la douleur, pour éviter la douleur. Je me dis là, je suis foutu, c'est fini. Et c'est là que j'ai pris le lendemain la décision d'appeler San Diego pour aller faire le séminaire avec Tony. On m'a baladé, d'abord je ne sais pas si j'arrivais à trop me comprendre, mais enfin, ils m'ont dit, il y a un séminaire à Londres, ils m'ont donné un numéro de téléphone. Là, j'ai appelé quelqu'un, un gars superbe, un gars zen comme toi. C'était un hindou. Et il a pris tout le temps avec moi de me parler, etc. Parce que ça aurait été un anglais classique avec son accent. Ça n'aurait pas duré 2 minutes l'entretien. Lui, il a pris tout le temps avec moi. À la fin, où il dit oui, je viens. Ça a duré au moins 1 semaine avant que je lui envoie ma carte de crédit. Je l'ai envoyé, il fallait renvoyer un fax. À l'époque, tu t'inscrivais par fax, tu n'as pas Internet. Il t'a envoyé un fax, tu allais mettre ta carte de crédit. Moi, j'avais reçu le fax, c'était sur mon bureau, mais il restait là. Ouais. Et lui, il me rappelait, ah Roger, j'ai pas reçu ton fax, t'as un problème avec ton fax? Il dit, non, attends, je dois le faire, je suis fort occupé, etc. Ouais. Et jusqu'au jour... Excuse. Story. Et jusqu'au jour, il m'a dit, écoute, je ne vais plus t'embêter. Si tu ne m'envoies pas le fax, tu ne viens pas, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais maintenant, si tu veux venir, tu le fais, parce que moi, maintenant, je te promets, je ne t'appelle plus. Je me suis dit, putain, là, je suis foutu de nouveau. Là, j'ai pris le fax, je l'ai envoyé. Je ne sais pas comment il a pris, c'était à peu près 1000 pounds à l'époque. Ça faisait quand même une belle somme à l'époque, parce que la pound était beaucoup plus chère que maintenant. Et je ne sais pas comment il a fait pour passer la carte, il a dû la passer en plusieurs fois. Mais il s'est arrivé, j'ai eu mon ticket, j'ai fait le séminaire, et bon... c'est le début de la story, de nouvelle histoire. En gros, une décision qui a créé un événement qui a tout changé. Exactement. Ouais. Mais à un moment, tu as ce déclic, tu vois, tu as ce breakthrough qui te dit il faut que tu changes. Tu n'as plus le choix maintenant. Et trop souvent, les gens croient que, bon, ils sont tellement... Moi, j'adore ce qu'Anthony nous parle, parce que souvent on dit oui, l'hypnose, c'est ceci, c'est cela. Mais les gens, ils sont dans une hypnose collective, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont hypnotisés en permanence. Surtout dans des grandes villes comme ici, tu les vois, ils vont comme des zombies d'un point A à un point B. C'est à peine s'ils savent pourquoi ils le font. Ils sont téléguidés. Et à partir du moment où tu commences à prendre conscience, et c'est là l'intérêt de la méditation, à partir du moment où tu prends conscience des choses, eh bien, ben, ta vie, elle change. Et c'est là que tu prends les décisions. Mais comme tu l'as dit, une simple décision change ta vie. Et le pire dans la vie, c'est la pire décision qu'on peut prendre, c'est de ne pas en prendre. Ouais. C'est pas Zig Ziglar qui disait ça? Ouais, ça c'est la majorité des gens, ils ne prennent pas de décision. Ouais. Mais ils laissent les autres décider pour eux. Mais si c'est un autre qui décide pour toi, si tu vas au restaurant, est-ce qu'il va te prendre le meilleur plat? Est-ce qu'il va te prendre le meilleur vin? Est-ce qu'il va te prendre la meilleure chose? Parce que c'est lui qui décide pour toi. Ouais. Par contre, si c'est toi qui décides, tu prends ce que tu aimes. Ouais, ça c'est intéressant. Et croire que cette décision est simple.
Et donc, du coup, vu qu'on parle de référence, moi, ça me fait penser, dès que j'entends le mot simple ou le mot difficile, je pense automatiquement à Jim Rohn. Do what's easy and your life will be hard. Do what's hard and your life will be easy. Fais ce qui est dur et ta vie sera simple. Fais ce qui est simple et ta vie sera dure. Et c'est le même principe en fait. Croire que c'est simple de prendre cette décision va nous aider à la prendre. Penser que ça va être difficile, même si ça peut l'être, ça va pas nous aider à agir. Croire que ça va être simple, que tout va bien se passer, ça peut que aider. Exactement. Alors pourquoi pas y penser quoi. Voilà. Et bon, c'est là aussi l'intérêt d'avoir, je dirais, j'aime pas le mot accompagnement parce que je trouve ça un peu, je sais pas, j'aime pas trop ce mot, je préfère dire avoir un coach, quelqu'un qui va être là pour t'inspirer, pour te guider. Parce que bon, c'est plutôt les enfants, comme moi j'ai 2 petits-enfants, tu les prends par la main. Mais bon, je pense qu'un adulte, il doit aussi savoir avancer, mais surtout c'est d'avoir, et ça rejoint encore, on n'a pas eu beaucoup de Mandela ce matin, mais tu vois, être inspiré, être une source d'inspiration pour les autres. Et c'est notre rôle de coach d'être cette source d'inspiration pour aider les gens à prendre leurs décisions. Parce que la décision, ce n'est pas nous qui pouvons la prendre. Il n'y a que eux qui peuvent la prendre. Et le boulot, nous, on ne peut pas le faire pour eux. Ouais. C'est eux qui doivent le faire. D'où l'importance d'avoir un mentor, d'avoir un coach. Voilà. Mais pas quelqu'un qui va venir te réveiller. Allez, viens, maintenant on va à la salle de sport tous les matins. Non, voilà, tu as rendez-vous à la salle de sport, tu dois être là. Si tu n'es pas là, mais je prends quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, tu peux rappeler 2-3 fois parce qu'on est quand même là pour aider les gens. Mais à un moment, il ne faut pas pousser bobonne, comme on dit. Hein. Ouais. Ah, entièrement d'accord. Mais surtout que, après, c'est en train de se populariser, mais ça fait bien d'avoir un coach sportif. Mais un coach mental, on prend l'exemple par exemple à un psy. Alors moi, j'ai lu pas mal de trucs sur la psycho, mais je préfère par exemple la PNL que la psycho. C'est légèrement différent. Mais dire qu'on va voir le psy, aux yeux de la société, c'est mal vu. T'es malade. T'es malade, tu vas pas bien. Alors que dire qu'on a un coach sportif, c'est j'ai un coach sportif. Alors qu'au final, pourquoi mettre plus d'intérêt sur l'aspect physique que l'aspect mental, alors que l'aspect mental te permet d'obtenir le physique? Parce que faire tous ces efforts physiques demande du mental. Et on peut très bien voir le psy, un coach de vie, un mentor, peu importe comment on veut définir la chose, même quand ça va bien. Juste parce qu'on a envie d'aller chercher un peu plus loin. Et c'est pour moi, du coup, l'importance d'avoir un mentor. Parce que quand on lit un livre, c'est un mentor, c'est un coach, mais à travers l'écriture. Sauf qu'on ne le perçoit pas tel quel. On se dit que c'est un auteur. Alors bien sûr, je parle de tout ce qui est livre développement personnel et non pas forcément une histoire. Autre que, bien sûr, on peut mettre peut-être dans cette catégorie en termes de histoire tout ce qui est l'alchimiste. Un super bouquin. Parce que c'est un enseignement à travers toutes ces histoires. Mais ouais, pour moi, ça a beaucoup changé. Les rendez-vous que j'ai pu avoir avec différentes personnes, sur l'aspect personnel, relationnel, même professionnel. Quand j'ai été en relation avec des personnes qui sont à un niveau supérieur au mien, dans le bien-être. Au début, avant que je me sente bien, parce que beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'à un moment donné, j'étais pas forcément dans cette joie en permanence. Mais j'étais vraiment mal dans ma peau. Et j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Shorena en Australie. Et j'ai partagé un garage, parce que j'avais pas du tout de moyens. Je vivais dans un van, je me douchais à la piscine, enfin c'était compliqué. Mais à un moment donné, j'ai pu partager un garage. Et j'ai vécu 1 mois sur le canapé dans ce garage. Et ça a changé ma vie parce que j'étais proche, la proximité. J'étais en relation avec cette personne qui émettait tellement de joie, elle rayonnait. Et son rayonnement m'a affecté et j'ai compris sa manière de voir les choses. Et sur l'aspect financier, c'est pareil. J'ai eu certaines personnes avec qui j'ai dialogué qui gagnent 10 fois plus que moi. Et ça m'a permis de tripler mon chiffre d'affaires. Et donc du coup, le fait d'être en relation avec une personne qui a un niveau supérieur au nôtre, ça booste sur tous les aspects. L'aspect relationnel, l'aspect bien-être, l'aspect financier. D'où l'importance, là où je te suis complètement, d'avoir un coach, d'avoir un mentor. Ce qui est important dans ce que tu dis, là, il y a plein de trucs qu'on pourrait rebondir à ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant. Tu vois, il y a des gens, ils voient parfois des gens qui gagnent plus qu'eux avec des émotions toxiques, avec de l'envie mal placée ou de la jalousie. Alors là, ça ne marche pas. Tu vois, il faut surtout que tu... Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi à travers des gens que j'ai connus et que je connais qui gagnent beaucoup plus que moi, ok? Mais moi, je les admire. Ouais. Et quand je vais déjeuner avec eux, pour moi, c'est un plaisir même de les inviter.
Du baron, on dit, ah, mais putain, pourquoi tu l'invites? Il est beaucoup plus riche que toi. Non. Parce que moi, en me permettant de passer, parce que là, on passe, je pense à mon ami Hervé ici au passage, quand on va déjeuner, parfois on passe 3-4 heures ensemble parce qu'on discute, mais c'est hyper enrichissant. Tu vois? Ouais. Et tu penses même pas, tu dis, ouais, bon, c'est pourquoi c'est moi. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi c'est toi qui l'invites? Mais là, vous êtes encore dans votre état d'esprit de merde, Ouais. de manque, ok? De médiocrité. Non, tu es là pour apprendre. Étant 4 heures comme ça, ça vaut un fameux coaching, je peux te dire. Hein. Ouais. Et la réalité aussi, c'est de choisir un coach qui correspond à tes valeurs, à l'image que tu veux avoir de toi. Parce qu'il va dépeindre sur toi. Ça, c'est souvent, j'ai fait pas mal de vidéos et de webinaires là-dessus. Quand tu choisis un coach, comme dit Tony Robbins, choose well. Tony dit, everybody need a coach, but choose well. Tout le monde a besoin d'un coach, mais choisissez bien. Regarde ses résultats, pas forcément financiers, ses résultats dans la vie. Est-ce que sa vie, est-ce que son lifestyle, est-ce que son style de vie correspond à la vie que toi tu veux avoir? Parce qu'à un certain moment, ça va déteindre sur toi. Et ça, c'est un point pour moi qui est hyper important. Et la clé, évidemment, tu l'as vécu avec quelqu'un qui t'a vécu en Australie, cette proximité. Mais je peux te dire, bon, si j'étais resté à lire les bouquins de Tony Robbins, comme beaucoup de gens font, et moi, je parle des gens qui me disent, ah, tu sais, j'ai tout stabiloté. Ça va, toi, t'es encore. Toi, j'ai tout compris. Toi, t'es encore bien dans le mental, tu vois. J'ai tout stabiloté dans le bouquin, j'ai fait des résumés. J'ai dit, t'as quoi comme résultat? Ça, c'est une autre paire de manches. Les bouquins, c'est génial. C'est super. Quand quelqu'un me dit, ah, j'ai adoré Pouvoir illimité. Je dis, mon vieux, si tu as adoré Pouvoir illimité, c'est même pas 5% que de vivre 4 jours à fond dans un séminaire avec Tony. C'est quand tu es là, tu as quelque chose dans le bouquin qui transmet quand même un peu, mais l'énergie qui transmet, c'est ça qui fait toute la différence. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce qui a fait ma chance que j'ai eue, c'était de ne pas parler anglais ou de juste comprendre quelques mots. À mon premier séminaire avec Tony, rationnellement, j'ai rien compris. Bon, j'ai rien compris de tout ce qui était intellectuel, mais j'ai compris l'émotion, l'énergie, l'émotion. Et c'est pour ça que j'ai eu des résultats. Super intéressant. Merci infiniment pour tous ces partages d'informations avec moi, avec les gens qui nous écoutent et nous visionnent. C'est un réel plaisir de t'accueillir ici, dans le vieux Paris. Merci d'avoir fait... Qui a son charme, avec les petites poutres, les verrières et tout ça. Merci pour le déplacement. Tu as fait un petit bout de chemin pour venir ici. De Marbella ce matin, j'avais le réveil à 4h15 pour tout te dire. Pour prendre le premier avion en 6 heures. Ouais. Bah, merci infiniment pour ça, merci pour ta présence et pour tout ce que tu nous as partagé. C'était un plaisir, Jean, parce que pour moi, c'est le sens de la mission, tu vois. On en a beaucoup parlé durant cet entretien. Le sens de la mission, c'est ma mission de transformer les vies. Transformer les vies, surtout transformer la peur. C'est ça qui pourrit la vie des gens. Transformer le doute, la peur en certitude. Et quand tu fais ça, eh bien, le manque dégage et c'est là que tu commences à avoir l'abondance dans ta vie. Et je vous souhaite à tous d'avoir l'abondance dans votre vie, pas seulement financière, mais aussi l'abondance d'amour, de joie, comme toi tu rayonnes vraiment la joie, l'abondance de joie, de bien-être, d'amour, de connexion, de spiritualité, de tous les domaines de la vie. La vie, c'est pas seulement de l'argent ou de l'amour, c'est tout la vie. Ouais, entièrement d'accord. Et l'abondance, c'est l'état le plus naturel. Un arbre et un pommier ne produit pas juste assez de pommes pour toi. Il produit plus que ce que tu as besoin pour pouvoir partager par la suite à tes voisins et aux gens que tu ne connais pas. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au plaisir. Au plaisir.